Avec ses 600 châteaux et villages perchés, la Drôme raconte l'histoire de ces grandes familles qui ont marqué le destin de la France. Au centre du département, la rivière qui lui a donné son nom irrigue une vallée fertile au lieu de l'agriculture biologique. Au sud, les champs gorgés de soleil affichent des airs de Provence. Un aspect moins connu du département, ce sont ses reliefs spectaculaires. Des géologues du monde entier viennent en Drôme pour étudier ces paysages étonnants. Le Fox Golf Alpha Bravo, on est prêt au départ. Écrivain et géographe, Bernard Forêt-Roux connaît bien ces curiosités naturelles. C'est parti, décollage. Alors là maintenant on est en train de tourner, on va se mettre en face du Vercors. On va prendre une direction vers le sud-est. Voilà. Ces paysages tourmentés se sont formés alors que la région était immergée sous un immense océan. Il faut imaginer qu'on est sous l'eau. Si on remonte il y a 200 millions d'années, on est en train de survoler un immense océan qui va jusqu'au Pacifique Sud. C'est ce qu'on appelle la Téthys. Composés de roches tendres, les massifs calcaires ont été sculptés par l'eau et le vent. À certains endroits, l'érosion a même aplati le sommet des montagnes. Un peu plus loin, elle a découpé les falaises en forme de demi-cercle. Sur le flanc sud du Vercors, voici le cirque d'Archiane. Ce cirque d'Archiane est un des plus beaux de France et c'est un des endroits les plus visités par les touristes pendant toute l'année parce qu'il a cette forme absolument incroyable de fer à cheval. Ce qu'on observe très bien, c'est qu'en fait, là, il y a la falaise, et puis il y a la rivière qui a attaqué la falaise et qui a fait ce qu'on appelle une reculée. Le vol se poursuit en direction des Sucettes de Borne. Ces lames de calcaire verticales forment une succession de sculptures naturelles. Ah, c'est vraiment insolite parce que vous avez l'impression d'être entouré de gigantesques menhirs un peu. Vous avez l'impression d'entrer dans un monde qui serait un monde imaginaire, un monde féerique. On les voit très très bien là sur notre droite. Ils sont magnifiques. Vous voyez ces lames de pierre qui sont côte à côte et on voit bien ces espaces dont les marnes ont été lessivées qui sont entre les lames de pierre. La légende dit qu'un petit enfant, en 1938, se promenant là avec son père, a dit « Papa, papa, regarde, on dirait des sucettes ». Et le nom est resté des Sucettes de Borne. Un peu plus à l'ouest, notre géographe nous emmène découvrir le phénomène naturel le plus étonnant de la Drôme, la forêt de Soux. Ce vaisseau de pierre a surgi de la Terre il y a environ 85 millions d'années. Au gré des soubresauts de l'écorce terrestre, il a pris la forme d'une cuvette quasi hermétique. Les géologues appellent ce type de relief un synclinal perché. Alors vous voyez cet ovale quasi parfait qui est entouré de falaises. C'est des falaises d'un calcaire dur. Cette forme si particulière ressemble à une barque. Ce n'est pas une image qui vient de moi, elle remonte en fait à Louis XV.
la proue du navire, les Trois Becs, sommets emblématiques pour tous les Dromois. Il culmine à près de 1600 mètres de hauteur. Les crêtes que vous voyez sont très effilées, vous avez dû le remarquer. On appelle ça parfois même des lèvres, tellement c'est fin. Oh, c'est vraiment incroyable. Quel bonheur. Haroun Tazieff, le grand volcanologue, disait de la forêt de Sous que c'était un des plus beaux paysages du monde. Et je le crois volontiers parce qu'effectivement, ce synclinal fermé comme ça, c'est vraiment unique au monde. Nous sommes à la fin de l'été. Cet homme se prépare pour une récolte hors norme au cœur de la forêt de Sous. Il va ramasser les graines de ces géants, les cèdres de l'Atlas. Vincent Doucet fait partie d'un collectif de passionnés de grimpe d'arbres, les Voyageurs des Cimes. Et ben là, il faut faire attention à bien choisir sa branche. Voilà, trouver des bons appuis. Trouver l'équilibre dans l'arbre. C'est un peu une gestuelle, ça. On se rapproche de la danse. Essence exotique, le cèdre de l'Atlas a été planté en forêt de Sous à la fin du 19e siècle. Sa floraison a lieu en septembre, sous forme de cônes de couleur verte. Ils atteignent leur maturité au bout de 3 ans. Et c'est là qu'interviennent les récolteurs de graines. Voilà, c'est tout l'avenir de l'arbre. Dans un petit cône comme ça, on va retrouver les graines avec leurs ailettes qui, dans la logique des choses, seront disséminées par la nature. Donc nous, on vient les ramasser avant qu'elles ne s'envolent au vent pour justement récupérer cette petite graine qui, dans quelques années, donnera des arbres aussi grands que celui-là dans lequel on est. Les grimpeurs sont missionnés par l'Office national des forêts. Ces arbres pourraient révéler un gros potentiel génétique pour de futures replantations. Leurs graines sont aujourd'hui un objet d'étude. L'originalité de cette graine ici qu'on retrouve en forêt de Sous, c'est d'avoir un fort potentiel génétique d'adaptabilité au milieu. Donc ça fait qu'elle pourra se réimplanter sur des milieux très secs, très arides, mais aussi supportant des températures très faibles, jusqu'à moins 25 degrés par exemple. Vincent et Olivier passent ainsi tout l'automne de branche en branche. C'est un peu un échappatoire, c'est un endroit où on oublie le temps en fait quelque part. On passe avec mes collègues, on passe des journées dans les arbres et on voit pas le temps passer, on se libère de la pesanteur quelque part parce qu'on peut se balader. On est sur nos bouts de branches, même si on a des petites appréhensions, c'est un peu des sensations différentes que ce qu'on a au ras du sol. Ah, c'est toujours un grand moment d'arriver là. Ah, c'est magique. Alors, on a souvent dit que cette forêt de Sous était le poumon vert de la Drôme. Et une fois de plus, là, depuis ce cèdre de l'Atlas, ça se confirme. Une vue imprenable là, sur le cœur de la forêt de Sous. On est tout petit. C'est vraiment magique. Sanctuaire de nature sauvage, la forêt de Sous est protégée par le département au titre d'espace naturel sensible. Emblème du synclinal, le chamois règne sur les parois rocheuses.
Avec sa forme unique, cette cuvette abrite une mosaïque de paysages. Entre garrigues méditerranéennes et prairies alpines, 4 milieux différents cohabitent ici. Aujourd'hui, c'est un domaine public, mais pendant longtemps, la forêt de Soux a été une propriété privée. Au début du XXe siècle, Maurice Burrus, magnat du tabac, est tombé amoureux de la forêt par hasard avant de l'acheter en 1924. Véritable visionnaire, il rêve d'en faire un lieu de promenade ouvert au public. Pour accueillir ses hôtes les plus fortunés, il bâtit une auberge à la hauteur de ses ambitions. Construit en béton armé, ce bâtiment est une réplique du Petit Trianon de Versailles. Écoute, on va aller voir le Salon Doré maintenant. L'auberge des Dauphins était un lieu au luxe unique dans la région. Elle était réputée pour son restaurant gastronomique. Ce joyau devrait bientôt être restauré par le département. Donc c'est un restaurant qui a quand même eu 2 macarons et 3 fourchettes au guide Michelin 3 années de suite. Donc c'est quand même une cuisine qui était assez raffinée, assez recherchée. Il y avait 4 petits salons et il y avait à l'intérieur des tables qui étaient organisées, les gens pouvaient manger. Et puis au fond de la pièce, dans la partie donc la plus large, il y avait un piano qui était installé là. Et les gens se souviennent encore des concerts et de la musique qui était donnée les dimanches après-midi. C'est pour eux encore un souvenir très très émouvant. Ça devait être extraordinaire l'ambiance ici, c'était vraiment très fastueux. Et puis avec ce cadre, avec la forêt par les fenêtres, c'est magnifique. Oui. Pendant une dizaine d'années, l'auberge des Dauphins connaît une période de grande prospérité. Toute la bourgeoisie locale s'y rend en voiture le dimanche. On y organise aussi des concours de pétanque. Et sur le toit terrasse se tiennent des bals mémorables. Une ambiance fastueuse qui imprègne encore les lieux. Moi, je suis fascinée par ce lieu et je trouve que c'est une chance justement qu'il soit resté en état tel qu'il a été fait dans les années 30 et maintenant de pouvoir justement le valoriser en espérant pouvoir garder justement cet esprit, l'esprit du lieu, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce bâtiment. Toute cette vie qu'il y a eu à l'époque, on espère pouvoir la retraduire justement pour l'ouverture de l'auberge. Délaissé à la mort de Maurice Burrus en 1959, l'édifice s'est peu à peu dégradé. Des traces de ses décors raffinés subsistent sous la poussière. À l'étage se trouvait une seconde salle de réception pour un public moins fortuné. Il y avait des tables qui étaient donc alignées sur l'ensemble de l'espace, donc des tables en bois, style années 30, et quelques lustres aussi qui étaient suspendus au plafond. Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce, ce sont les ouvertures qui donnent sur l'extérieur, avec cette alternance donc, de fenêtres à la fois avec l'arc en plein cintre et puis ces fenêtres ovoïdes qui ont une forme tout à fait originale. On espère les restaurer pour pouvoir les conserver. Témoin du rêve d'un homme, le bâtiment, une fois restauré, sera ouvert au public. À l'est de la forêt de Soux, la vallée de la Drôme traverse le Diois. Au pied des montagnes du Vercors, cette région s'étend autour de la ville de Die. Au cœur de ce territoire rural, le petit village de Sainte-Croix perché sur son éperon rocheux. Il abrite un ancien monastère construit au début du XIIe siècle. L'édifice a été occupé pendant longtemps par les Antonins, un ordre de moines hospitaliers. Est-ce qu'il reste du thé? Il faut pomper, comme les Shadocks. Le bâtiment a été repris en 2011 par des habitants du territoire pour en faire un lieu d'accueil de groupe. C'est agréable de faire vivre un lieu
chargé d'histoire. Là, enfin, je sais pas, le bâtiment date de 1104, donc ça en est passé des choses ici, quoi. Hein. Et en plus, on va dans la continuité. Les moines qui étaient ici à l'époque, c'était des moines hospitaliers, donc c'était déjà des gens qui avaient le souci de l'autre et d'accueillir l'autre. Ça va dans la même direction, quoi. Après avoir repris le monastère, la nouvelle équipe a décidé de réhabiliter l'un de ses joyaux, l'ancien jardin des moines. Ils ont confié cette tâche à Grégory Lemoine, un ethnobotaniste. Son objectif, en faire une vitrine du savoir-faire des Antonins en matière d'herboristerie. C'est un défi pour moi de me dire quelles plantes mettre pour montrer aux gens, pour pouvoir transmettre aux gens. Et avec cette contrainte, d'essayer de mettre des plantes justement de l'époque du Moyen-Âge, qui est une contrainte positive. Donc c'était un bon exercice de style pour moi, de faire des recherches biblio là-dessus, et puis aussi sur l'ordre des Antonins et les plantes médicinales qui pouvaient être utilisées à l'époque. Ouais. Un monastère sans jardin, ça perd beaucoup de son sens, ça perd beaucoup de son intérêt. Les Antonins étaient détenteurs d'un grand savoir sur les vertus des plantes. À Sainte-Croix, ils soignaient avec ces herbes un mal bien particulier, le feu de Saint-Antoine, ou ergotisme, un fléau récurrent au Moyen-Âge. Cette affection était due à l'ingestion d'un champignon infectant le seigle. Comme la lèpre, elle pouvait faire tomber les membres des malades. Parmi ces plantes guérisseuses, l'Achillée millefeuille. Au niveau de son nom, donc on voit millefeuille, hein, donc elle a des feuilles très découpées, composées. Et Achillée en référence donc à Achille, le demi-dieu grec, qui utilisait ces plantes pour soigner ses soldats. Et ensuite, elle était utilisée notamment dans la forme gangréneuse de l'ergotisme. La posologie, c'était de faire une décoction d'Achillée qu'on mélangeait avec de la farine d'orge ou d'épeautre pour appliquer sous forme d'emplâtre sur les membres endoloris. Ce matin, c'est jour d'entretien avec les bénévoles de l'association. Parmi eux, des habitants de Sainte-Croix qui viennent régulièrement donner un coup de main. Le jardin du monastère est ainsi devenu un lieu de vie important du village. Tu vois, les tiges du bas, à la limite, tu peux enlever un petit peu pour faire un peu plus propre, quoi. Mais vraiment juste le bord, tu vois, pour éviter que ça s'étale trop, qu'elle reprenne un petit peu de verticalité. Ouais. L'idéal, ça serait qu'effectivement, les gens de Sainte-Croix, les gens de la vallée de Quin, puissent sentir ce jardin comme faisant partie d'un patrimoine, hein, sans mettre un grand P, mais voilà, en tout cas d'un outil qui est à leur disposition, tout simplement pour se balader, pour voir des jolies fleurs, mais aussi pour apprendre sur les plantes. Ça me semble très important. Dès la réouverture du monastère, la nouvelle équipe a aussi entamé des travaux de restauration du bâtiment. Frédéric Sauvage, l'un des responsables du lieu, supervise un premier chantier au sous-sol du bâtiment. Alors là, on descend dans les caves du monastère. Hein. Ces caves étaient essentiellement du temps des Antonins. C'était des caves qui servaient d'accueil au niveau des chevaux et de stockage sûrement de plantes et autres matériaux. Et donc là, on a une future salle de spectacle. Les travaux de réfection sont réalisés uniquement avec des matériaux naturels, comme ces pigments. On a terre d'ombre naturelle, donc ça ressemble à ça. Après, on a des ocres jaunes, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas mal en Provence. Pour les enduits, des copeaux de bois, récupérés dans une scierie du coin, et de l'argile, ramassée dans les montagnes de la région. L'objectif est de minimiser l'impact du chantier sur l'environnement. On est dans un lieu, déjà, ils utilisaient les matériaux issus de la terre, donc je pense qu'il faut perpétrer cette tradition et pas faire n'importe quoi en termes de rénovation. La terre est là pour offrir des choses, donc voilà. Ça a du sens pour nous et ça a du sens aussi pour les générations futures. Voilà, pour nous, c'est une évidence. Voilà. Ces enduits naturels sont travaillés selon des méthodes ancestrales. Pour la main-d'œuvre, l'équipe du monastère a fait appel au Greta local, une structure qui forme de jeunes adultes en réinsertion. Donc là, on va aller dans le jardin des moines, qui se trouve sur la façade sud du monastère. Donc on l'a appelé le jardin des moines parce que c'était sûrement un lieu qui était utilisé par les Antonins à l'époque, sûrement pour faire du maraîchage. C'est un jardin qui est suspendu, donc qui domine la vallée de la Drôme, avec la rivière Drôme qui est dans le contrebas.
À l'arrière du bâtiment, un deuxième chantier de réhabilitation est en cours. Les apprentis préparent la façade avant de l'enduire à la chaux. Le but est d'éviter les infiltrations qui pourraient endommager les voûtes en pierre du XIIe siècle, les plus anciens vestiges du monastère. Notre objectif, c'est que ça devienne vraiment un outil de territoire, qui ait de la vie, qui ait du dynamisme. Ce serait uniquement un hôtel, voilà, c'est quelque chose pour lequel on ne porterait pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, de voir ça, on se dit, on participe à notre petite échelle à voilà, la sauvegarde d'un bâtiment comme ça qui appartient à tout le monde, hein, aussi bien aux habitants du village qu'au territoire. Le lendemain, Frédéric Sauvage part faire la tournée des fournisseurs du monastère pour se ravitailler en produits frais. Pas besoin d'aller bien loin, la vallée de Quin, juste à côté, abrite une vingtaine d'exploitations agricoles. La plupart sont en bio ou en agriculture raisonnée. À l'image de la vallée de Quin, c'est tout un département qui affiche sa conversion à l'agriculture biologique. La Drôme est aujourd'hui le champion national, avec près de 17% de surface cultivée en bio, contre 4% pour l'ensemble de la France. Sainte-Croix est l'entrée de la vallée de Quin, qui est porte d'entrée du parc du Vercors. Et donc c'est une vallée enclavée, une vallée qui fait une vingtaine de kilomètres de profondeur, et donc qui alimente 4 villages. Ce qui m'attache, moi, c'est ce côté nature, où il n'y a pas de développement urbanistique, où il n'y a pas de grosses structures. On est encore en milieu rural, là. Comme je disais souvent à mes enfants, voilà, quand on ouvre la porte de notre maison, on a la chance d'avoir un jardin qui est immense, quoi. Cette vallée, Frédéric la connaît bien. Il a décidé d'y vivre avec sa femme il y a 20 ans. Comme lui, depuis les années 70, ils sont une trentaine de familles à avoir choisi cet endroit pour s'installer en pleine nature, à l'écart de la ville. Frédéric retrouve son producteur de fromage de chèvre. Jochen Hohn, un Allemand, s'est établi en vallée de Quin avec sa compagne dans les années 80. Encore 2, s'il vous plaît. Pour ces néo-ruraux, le développement de la vallée rime avec la défense du bien manger. Les céréales qui sont stockées là-haut dans 3 silos, c'est des céréales que nous cultivons nous-mêmes, dans une rotation avec la luzerne ou le trèfle. Et puis les soins aux chèvres sont faits à base d'homéopathie ou de naturopathie. À la fromagerie, c'est pareil, il y a un cahier de charge qui définit tous les produits qu'on peut utiliser. C'est bien de venir puis de voir directement le travail qui est fourni avec les produits après que Jochen met sur les tables au monastère. Ouais. C'est direct. Ça fait 2-3 km de transport. Voilà. C'est du circuit court, ce qu'on appelle le circuit court. C'est cohérent. Puis comme ça permet de voir l'amour qu'il porte à ses animaux, quoi. Ouais. On y va. Jochen produit du picodon bio, le fromage de chèvre traditionnel de la Drôme. C'est parti pour devenir du picodon. Mais là, il a seulement 1 semaine. Donc là, c'est le même fromage, mais 2 mois et demi plus tard. Donc là, il est bleu, comme un picodon doit être. Et il a le minimum de 2 semaines d'affinage. C'est un fromage qui a énormément de succès, parce qu'il est bon, il est vraiment réputé à être très très bon. Et nous, on voit au niveau du monastère, les gens, ils en raffolent, quoi. Ils voient bien que c'est pas du produit industriel, quoi. C'est du produit de terroir. L'arrivée de ces jeunes paysans a permis de freiner la désertification de la vallée de Quin. Frappée de plein fouet par l'exode rural, la vallée et ses 4 villages revivent peu à peu.
fait, nous, quand on est arrivé, beaucoup nous ont dit ah bon, t'habites à Saint-Julien-en-Quin, mais c'est le trou perdu au fond du monde, vous allez vous ennuyer. Et petit à petit, la vallée elle a commencé à se dynamiser. Il y a beaucoup de jeunes qui sont installés, qui sont venus avec des enfants. L'école, quand on est arrivé, je crois qu'il y avait 5 ou 6 enfants. Il y en a une vingtaine, je crois, maintenant, sur Saint-Julien, par exemple. Donc voilà, c'est un renouveau. Et donc, il y a un mouvement permanent. Voilà. Tous les jeudis en été, Sainte-Croix est le lieu de rendez-vous des producteurs bio du Diois. Une trentaine d'entre eux viennent régulièrement pour échanger autour de leurs produits. À l'origine de ce marché, 2 agricultrices de la vallée de Quin qui distillent des huiles essentielles à l'ancienne. Non seulement on rassemble les producteurs, on va rassembler aussi des gens différents au niveau du public, c'est-à-dire les gens du territoire, les néos, les touristes. Et nous, on avait vraiment envie de pouvoir prendre le temps avec le client et de pouvoir raconter non seulement les produits qu'on vend, c'est quoi, mais de quelle manière on travaille. Et ça, c'était vraiment important pour nous. On reste assez convaincus que si on veut changer des choses, si on veut imaginer des vies autrement, eh ben, c'est à plusieurs, quoi. Plus on est dessous, plus on rit. C'est vraiment ça. Installées en vallée de Quin depuis 5 ans, Florence et Nathalie cultivent elles-mêmes leurs plantes aromatiques et médicinales, selon des méthodes 100% naturelles. Nous, on cultive vraiment dans le respect de la terre et des êtres qui l'occupent, quoi. Donc déjà 0 pesticides, zéro produits chimiques. Après, nous, on soigne nos plantes avec des plantes. Enfin, je pense que si on a envie que la terre reste nourricière, eh ben, c'est important de continuer à être avec elle, à la nourrir aussi, et puis être dans cette justesse, quoi. Le soir, le marché de Sainte-Croix se transforme en cantine de plein air. Au menu, des plats bio préparés avec les produits frais des exposants. Pour nous, c'est un chouette moment. Ça fait vivre la place du village. Voilà, pour nous, c'est une réussite. Et puis voilà, on sent les gens heureux, contents. Voilà. Et puis je crois que les producteurs aussi s'y retrouvent, hein. Les gens viennent pour ça. Ils savent qu'ils trouvent des producteurs avec des produits de qualité. Je pense que tout le monde est gagnant et c'est vrai que c'est une belle ambiance, quoi. Voilà. À bord de cet avion, Anne-Marie Clapier, l'architecte qui s'occupe de la restauration de l'auberge des Dauphins. On voit bien la confluence de l'Isère et du Rhône. À ses côtés, Christelle Burgard, conservateur en chef du patrimoine de la Drôme. En mission pour le compte du département, elles vont survoler les châteaux emblématiques de la région. Le vol démarre à une 50aine de kilomètres au nord de Valence. Voici la tour d'Albon. Elle est considérée comme le berceau du Dauphiné. C'est à partir de ce château, édifié entre les Xe et XIIIe siècles, que les seigneurs d'Albon ont constitué cette puissante principauté. À son apogée au XVe siècle, elle réunira une partie de la Drôme, de l'Isère et des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un petit site au niveau de sa grandeur. Il faut vraiment aussi imaginer, au pied de la tour, il y avait aussi un palais et une chapelle. Là, on la voit bien avec son chœur. Et puis, juste au pied de la tour, donc, ce grand bâtiment rectangulaire qui était un palais de ces seigneurs. La plupart de ces châteaux datent de l'an 1000. À cette époque, la Drôme est rattachée au Saint-Empire romain germanique, mais le pouvoir appartient aux seigneurs locaux. Les seigneurs vont prendre de plus en plus de pouvoir face au pouvoir royal, qui est lui plutôt déficient. Et là, il y a vraiment une éclosion à la fois de mode castral, de donjons, de châteaux plus importants. Et on peut aujourd'hui inventorier près de 600 châteaux dans la Drôme. Donc on sent que vraiment la Drôme a été une terre d'éclosion de châteaux assez formidable.
Le vol se poursuit au sud du département, en Drôme provençale. Parmi les seigneurs qui se disputent ce territoire au Moyen-Âge, la famille des princes d'Orange. Leur fief, le château fort de Suze-la-Rousse, qu'ils font construire au XIIe siècle. Entouré de forêts, il domine le petit village de Suze. On comprend vraiment sa position au bout du promontoire, et là aussi qui domine la petite vallée. Et il est vraiment tout au bout de la Garenne, cette forêt, les seigneurs chassaient le lapin. Avec ses tours crénelées et ses mâchicoulis, l'ancienne forteresse médiévale est quasiment intacte. Au XVIe siècle, elle devient une demeure de plaisance. Une cour d'honneur, typique de la Renaissance française, est alors bâtie à l'intérieur du château. Ce qui est étonnant, c'est ce contraste entre un extérieur très fortifié et l'intérieur de cette cour très subtile, vraiment avec une architecture très fine. Un petit détail que je trouve très amusant, c'est que dans le château, on trouve encore la porte du dernier recours, donc qui se trouve au pied d'une des tours et par laquelle pouvaient rentrer donc, les habitants du vieux village. S'il y avait un danger, ils venaient se réfugier donc, dans la cour du château. Et je trouve ça très très émouvant. Autre famille qui a marqué l'histoire de la Drôme provençale, les Adhémar. L'un des premiers châteaux qu'ils ont fait construire se trouve à Montélimar, sur la rive gauche du Rhône. Contraction de Mont des Adhémar, la ville s'est développée au pied de ce palais médiéval. Protégé par une enceinte fortifiée, il abrite un logis seigneurial, un donjon et une chapelle. On le voit bien, la façade ouest du corps de logis qui est très intéressante parce qu'il y a un porche monumental qui permettait justement de traduire l'importance de la famille des Adhémar. Façade qui est aussi ornée donc, de fenêtres à colonnades. C'est un château qui n'a pas été réaménagé ensuite, qui est resté dans son jus. C'est vraiment un témoignage de l'architecture médiévale. En plus du château de Montélimar, les Adhémar ont possédé jusqu'à 11 places fortes dans la Drôme. À quelques kilomètres, voici un autre de leurs fiefs. Perché sur sa colline, le vieil Allan domine la vallée du Rhône. Fondé au XIIe siècle, il a existé pendant 700 ans, avant que ses habitants ne déménagent au pied de la butte. Une association se bat aujourd'hui pour sauvegarder le vieux village. Elle compte une vingtaine de membres actifs. Et ce matin, c'est jour de débroussaillage. Depuis le départ de la dernière habitante, en 1902, le site est totalement abandonné. Martine, là, c'est un village fantôme, là. Ça donne cette impression-là. Mais qui sait s'y pencher et s'y attarder et qui lit les murs. Les murs sont de véritables livres d'histoire et vont vous révéler la vie qui a existé. Et au bout d'un moment, vous sentez ça. Il y a une âme. C'est pas un village fantôme, en tout cas pas pour moi. L'église du village est le dernier édifice à avoir été délocalisé. Gravé dans la pierre, des traces de ses anciens paroissiens. J'ai trouvé des inscriptions là. Ah, alors là, en soulevant une pierre, là je vois
Chanon, 1914 et même avant 1890. Quand je vous disais qu'il avait une âme, ce village, vous voyez, ils ont laissé des traces. Jusqu'à 700 habitants ont vécu entre ces murs. Parmi eux, des notables qui gardaient la place forte pour le comte des Adhémar. Et voici sans doute leur ancienne demeure. Je ne sais pas si, normalement si. On pense qu'ici, peut-être, c'est la famille d'Allan, D''Allan, qui a donné son nom au village ensuite, qui habitait ici. Donc nous, on l'appelle la maison des chevaliers, mais en fait, c'est plutôt une maison bourgeoise. C'est la seule qui ait encore une fenêtre authentique. Regardez là-haut. Comme la plupart des bénévoles, Martine Blanc a des ancêtres qui ont habité ici. Là aussi, c'est marrant, la ruelle qui conduisait au bistrot. Les femmes allaient à l'église et les messieurs allaient au bistrot, là-bas au fond de la ruelle. Alors, je vais vous emmener où habitaient mes ancêtres. Donc ici, les maisons étaient collées contre ce rempart, ici. Et puis, ici, de ce côté. Donc, je crois que je dois me faire un devoir de venir débroussailler les maisons de mes ancêtres parce que je vois que ça a bien poussé. Alors là, j'imagine une de mes arrière-arrière-grand-mères penchée à cette fenêtre, à regarder le temps, à regarder le paysage. Moi, je suis toujours très émue ici. Vraiment, je sais pas, je suis empreinte de respect pour tout le travail. Ici, ils ont souffert, ils ont travaillé, ils ont eu des enfants, ils en ont perdu. Je ne peux pas m'empêcher dans ces ruelles de penser à tous ceux qui vécurent ici, dans ce vieux village. L'ambition de l'association n'est pas de reconstruire entièrement le village, mais d'entretenir et de consolider les ruines existantes. Elle est trop lourde. Là, sur un plat. Je suis tombée amoureuse du village il y a quelques années, en venant avec les copains, comme on dit, quand j'étais jeune. Et quand j'ai vu que j'avais un peu plus de temps, toujours autant amoureuse du village, ben, je me suis dit, je vais participer à la rénovation. Et puis j'adore ça. Je m'y plais, j'y vis, les pierres parlent. Quand je suis ici, je suis très très bien. C'est formidable. Je vois que beaucoup de gens sont là et puis qu'eux-mêmes se prennent au jeu. Je vois qu'ils découvrent une maison, une fenêtre. Et évidemment, quand on découvre ça, on découvre la vie. On n'a plus le même retentissement. C'est plus une ruine, c'est un lieu de vie. À la prochaine tous. Et on lève le verre au vieux village et à tous nos ancêtres. En route pour le château de Grignan, Christelle Burgard passe au pied d'un autre fief des Adhémar. On passe à la gare d'Adhémar, donc qui est un village perché et qui a appartenu donc à la famille des Adhémar et qui a un château d'époque, donc Renaissance. Les seigneurs cherchaient à vraiment dominer la vallée du Rhône et aussi il y avait un aspect chaque fois un peu défensif, quoi, parce qu'il fallait se protéger aussi des autres seigneurs de la Drôme provençale. Le château de Grignan est le fleuron des Adhémar. C'est aujourd'hui la propriété du département. Maîtres des lieux depuis le XIIe siècle, ces seigneurs transforment peu à peu l'ancienne forteresse militaire en château d'apparat. Au XVIe siècle, elle est dotée d'une somptueuse façade, typique de la Renaissance française. Un siècle plus tard, la marquise de Sévigné y séjourne à plusieurs reprises. Le château est alors à son apogée. Grâce à elle,
Il connaît jusqu'à aujourd'hui une grande renommée. Donc là, nous sommes dans la cour du puits qui témoigne de différentes périodes de construction du château. Dans cette partie-là, on était vraiment dans une partie la plus ancienne. Il faut imaginer au XIIe, en tout cas, plutôt un château fort, plutôt avec des donjons très défensifs. Et peu à peu, les seigneurs vont agrandir, moderniser le château, notamment cette belle galerie, donc Renaissance, pour créer vraiment un logis habitable, plus confortable. Après la Révolution, le château tombe peu à peu en ruine. Les pillages successifs ont alors raison de sa splendeur. Au début du XXe siècle, l'édifice est sauvé par Marie Fontaine, une riche veuve de la haute bourgeoisie parisienne. C'est le début d'une nouvelle ère. Quand Marie Fontaine rachète le château effectivement en 1912, il faut s'imaginer notamment la cour du puits en ruine, au moins pour le tiers supérieur. La toiture était démantelée ainsi qu'on va dire le niveau supérieur de cette façade. Et donc le grand projet de Marie Fontaine va être de reconstruire ces façades à partir des vestiges encore en place. Femme de défi, Marie Fontaine décide de consacrer toute sa fortune à la reconstruction du château. Le chantier démarre en 1913. Il va durer 12 ans. Éclipsée par la notoriété de la marquise de Sévigné, cette femme providentielle a longtemps été oubliée. Aujourd'hui, on redécouvre son œuvre colossale, à laquelle les conservatrices veulent rendre hommage. On aurait le lit au centre, donc le crucifix au-dessus. On revoit aussi... Grâce à des photos prises dans les années 20, elle tente de reconstituer les appartements privés de Marie Fontaine. Il pourrait tout à fait être restitué après restauration. Alors, celui-ci viendrait plutôt dans l'angle. Les murs et le trumeau de l'époque ont déjà été restaurés. Marie Fontaine a éminemment voulu pour sa chambre un décor assez léger, un style néoclassique, plutôt féminin. L'usage qu'elle en a, il faut bien le comprendre, c'est à la fois un usage lié à la détente, puisqu'elle aménage une partie de sa chambre en petit salon. Voilà, c'est un appartement dans lequel, au-delà de la nuit, elle va y passer du temps pour elle. On sent qu'elle veut vraiment être dans la continuité de l'esprit du château. Et ça dit du goût d'une société et surtout de la haute bourgeoisie qui a plus un regard vers le passé plutôt que se dire bon, j'assume d'être au XXe siècle. Motif néo-gothique, plafond néo-renaissance, cheminée monumentale, Marie Fontaine fait appel à des artisans de la région pour décorer le château. Dans la galerie des Adhémar, elle fait sculpter un somptueux lambris en noyer. Donc là, on rentre dans le salon de Marie Fontaine, un salon qui s'ouvre sur le paysage. Et il faut imaginer donc la porte-fenêtre qui ouvre sur le balcon et les terrasses du château. Principal défi déjà relevé par les conservatrices, reconstituer le papier peint de l'époque. Pour ce faire, nous avons travaillé avec un artisan d'art qui réimprime, selon la technique ancienne du XVIIIe siècle, du papier peint à la planche. Et c'est le projet un peu fou qui a été réalisé ici, c'est-à-dire qu'à partir de ces photos, il a pu reconstituer donc les motifs du papier peint. On est comme des amis de Marie Fontaine. On s'imagine comment elle vivait. C'est important aussi de s'immerger. Et c'est assez passionnant, voilà, de se projeter et d'essayer de rendre au public cette manière de vivre. Au pied du château, le village de Grignan. Profitant de la prospérité des Adhémar,
il s'est construit tout autour de l'ancienne place forte. Pour mettre en valeur le bourg médiéval, une extraordinaire collection de roses anciennes a été plantée. Au total, 400 rosiers de plus de 150 variétés embellissent ces murs en pierre. Ils sont entretenus par une association d'habitants du village. C'est un tableau vivant à chaque endroit, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment le végétal qui se marie le mieux avec les remparts, avec les pierres, avec... c'est un beau mariage, quand même. Hein. La plupart de ces rosiers sont des variétés d'avant le XXe siècle. Comme celui-ci, qui faisait partie de la collection de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Ce sont des rosiers qui ont été créés avant 1914. En fait, après 1914, il y a eu beaucoup de rosiers qui ont disparu parce qu'à la Grande Guerre, malheureusement, les obtenteurs, eh ben, ils ont disparu aussi un peu comme les autres personnes. Et il y a beaucoup de rosiéristes qui sont morts et donc des rosiers qui ont été perdus, qui n'ont pas été entretenus, des collections qui n'ont pas été entretenues. La collection de roses anciennes de Grignan s'étend jusqu'au pied du château. Des rosiers aux formes bien particulières. Quand vous achetez un bouquet de roses, la fleur elle est toute droite sur une tige bien dressée avec un bouton pointu. Là, vous avez plutôt dans la rose ancienne un bouton qui va être rond et un port retombant. Et c'est ce qui lui donne toute sa grâce, toute sa volupté, toutes ces qualités que nous aimons, je pense. La collection de Grignan compte une nouvelle espèce de rose, plantée récemment par l'association. Alors ça, c'est le rosier que nous avons baptisé la semaine dernière. Il a été dédié à Marie Fontaine. Il s'appelle « Pour l'amour d'un château », parce que pour acheter un château à 57 ans, en 1912, en étant une femme, ah ben, pardonnez-moi, il fallait avoir un sacré courage. Hein. Donc je pense que, voilà, on lui devait bien une rose quand même. Je pense. Allez, regarde bien les émotions, ça commence maintenant. C'est parti. Christelle Michel, ingénieure, décolle pour une mission d'inspection au-dessus de la rivière Drôme. C'est tout bon pour toi? Oui, ça va. Son objectif, vérifier le bon état écologique du cours d'eau. Bon, tu vois la confluence là, des deux rivières, on va être juste droit dessus à peu près à cette altitude-là. D'accord. Avant de se jeter dans le Rhône, la rivière Drôme parcourt d'est en ouest une centaine de kilomètres. Son tracé coupe quasiment le département en deux moitiés. Donc là, on est en plein dans la plaine alluviale de la Drôme. Donc on est parti de la confluence avec le Rhône et là on remonte direction plein est. Et là, on arrive en fait sur un site emblématique de la rivière Drôme, qui est la réserve naturelle des Ramières. C'est l'une des 20 réserves naturelles fluviales en fait, qui se trouvent en France. La réserve des Ramières a été créée en 1987. Elle s'étend sur près de 10 km le long de la rivière. Avec une forêt alluviale qui est relativement importante, elle est complètement préservée, ce qui n'est pas le cas forcément un peu plus à l'amont comme nous allons le voir. Oula, ça bouge là. La Drôme est l'une des dernières rivières d'Europe sans barrage.
C'est aussi l'une des dernières dites en tresse. Ces cours d'eau sont caractérisés par un entrelacement de chenaux, séparés par des bancs de galets. Depuis quelques années, le lit de la rivière a tendance à s'enfoncer et à se rétrécir, entraînant la disparition de ces fameuses tresses. Alors c'est vrai que là, la rivière en tresse est en train de disparaître, laissant la place à un tronçon rectiligne. On perd un petit peu la diversité des paysages fluo qu'on aime en Drôme. Les causes de ce phénomène sont nombreuses. Et notamment, en fait, l'extraction de matériaux pour la construction individuelle, pour les travaux publics. Il y a aussi la stabilisation des berges, notamment aux endroits où l'homme est bien présent, avec une forêt qui est vieillissante. Donc ça a des conséquences assez néfastes, notamment pour certaines populations. Lieu de frayère en moins pour les poissons, arbres qui n'arrivent plus à s'hydrater, ponts qui se fragilisent, les dégâts sont dramatiques. Pour freiner ce mouvement, les scientifiques ont réalisé une expérience sur une portion de la rivière, en amont, dans la région du Diois. Tu sens l'air beaucoup plus frais maintenant, là? Ouais, là il fait plus frais. Là. On est à 3500 pieds. Donc là on est vraiment dans un secteur préalpin. Superbe. Le site d'étude a été implanté juste en aval du saut du Claps, un éboulement de rochers spectaculaire qui s'est produit en 1442. Un pan entier du flanc de la montagne s'est alors décroché pour atterrir dans la rivière. Des blocs de pierre gigantesques ont barré le cours d'eau jusqu'en 1804, lorsqu'un tunnel a été creusé pour que l'eau puisse s'écouler. Grâce à cette ULM, Christelle Michel réalise chaque année une série de photographies du site mises en place par les scientifiques. Donc je vais regarder un peu la caméra, je vais commencer à lancer les prises de vue. Sur ce tronçon de 400 mètres, ils ont eu l'idée de réinjecter du galet le long des berges de la rivière. Dès qu'il y aura une crue importante qu'on attend maintenant depuis 2005, à ce moment-là, tout va dégager assez rapidement. Grâce à cet apport de galets, les scientifiques espèrent freiner le mouvement d'affaissement de la Drôme pour qu'elle conserve sa morphologie unique. Rivière typique des Préalpes, elle prend sa source au sud du massif du Vercors. Au début de sa course, dans le Diois, elle présente encore un caractère sauvage. C'est torrentiel comme rivière, hein. C'est alimenté par toutes les montagnes qu'on voit tout autour de nous dans le cirque, là. Donc c'est clair qu'il y a un petit peu du bouillon, comme on dit, ouais. Mais bon, c'est ça qui est rigolo. Le plaisir, c'est quand ça bouge un peu, quand il y a quelques remous comme là, il arrive, on va se retourner là. Jérôme Vincent est vigneron à Barsac, une petite commune du bord de la Drôme. La rivière, cet enfant du pays la connaît par cœur. En fait, c'est l'ambiance paysage, baignade, fraîcheur. Et puis on est tranquille, quoi. Moi, j'adore. Ce matin, il emmène des amis à la découverte de ce cours d'eau, canotable presque toute l'année et sur sa quasi-totalité. Devant nous, on a la petite montagne du Papichon qu'on appelle chez nous. C'est le grand virage que la Drôme fait, la rivière Drôme fait en remontant cette vallée. Et là, on est au lieu-dit où la Drôme vient taper contre le rocher. D'ailleurs, on voit bien que c'est tout éboulé depuis des millénaires, quoi. Et là, on va se retrouver à 90 degrés pour prendre l'axe avec des nouveaux visus sur les montagnes. Dans le
Diois, la rivière Drôme est bordée par des champs de vignes à perte de vue. Ici, c'est le royaume de la Clairette de Die. Ce vin blanc pétillant est le fleuron local. Culminant à 700 mètres d'altitude, son vignoble est l'un des plus hauts de France. Dans la famille de Jérôme, on est producteur de clairette de père en fils. Alors là, on retrouve typiquement les vignes en coteaux de la Clairette de Die, avec le cépage muscat notamment, qui s'exprime super bien sur ce style de terroir. Là, on est sur des grès notamment, là. On est au cœur de l'appellation. Économiquement, c'est un des poumons de notre vallée, ça c'est certain. C'est certain pour tous les emplois qu'elle procure, les exploitations qu'elle fait vivre. Selon la légende, ce vin serait cultivé dans la région depuis 2000 ans. Au temps des Romains, on aurait retrouvé dans un ruisseau, un hiver, une jarre remplie de cépage muscat. Et ils auraient retrouvé, après plusieurs mois de fermentation, en fait, un vin légèrement pétillant. Et cette légende a construit la Clairette de Die. À la fin de la journée, Jérôme emmène ses amis dans un des ruisseaux qui alimentent la Drôme, un endroit connu des seuls initiés. Ben là, on est aux cascades de Pontet. Voilà. C'est pas très connu, mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. C'est qu'on est à quelques centaines de mètres de la rivière Drôme, tout le monde passe à côté. Mais voilà, ça fait partie des petites curiosités de notre région, ouais, on adore. Ouais. Le lendemain, c'est au cœur de son domaine que notre vigneron emmène ses amis. Une dizaine d'hectares de vignes en coteaux sur les bords de la Drôme. Voilà, ben là on arrive dans une parcelle qui est derrière moi, là, qui représente 3 hectares de vignes. Donc là on a 2 hectares en cépage muscat, qui sont de ce côté droit. Et tout autour du cabanon, là, on a le cépage clairette. Voilà, un cépage complémentaire pour l'élaboration de la Clairette de Die. C'est de la fierté, puis c'est surtout qu'on a réussi à être là encore 3 générations plus tard. Le domaine est en place, ça marche. On vit de notre production et on a de l'espoir pour l'avenir, tout va bien. Ouais. Voilà. Et là, on arrive au cabanon. Au milieu du domaine, un cabanon de vigne hérité du grand-père. Cet abri servait pour le repos des chevaux de trait et pour le casse-croûte des ouvriers. Alors ça, c'est tout construit avec les matériaux du coin. Les pierres que tu vois sont des pierres de ruisseau qui sont de part et d'autre de ma parcelle. Et ils venaient là pour passer la journée, voire peut-être même dormir là et être là sur place pour une ou 2 journées de travail. Et c'était optimisé, quoi. Dans le Diois, ce patrimoine a été particulièrement bien conservé. On compte plus de 300 cabanons de vignes dans le seul canton de Die. Celui de Jérôme Vincent est resté en l'état. Mais là, on va voir en fait la pièce principale de la cabane, où vous venaient se restaurer les agriculteurs qui venaient travailler en fait. Voilà. Donc là, tu vois, c'est une pièce exiguë, c'est vrai, mais il faut imaginer qu'il fait froid, donc l'hiver notamment pour la taille. On a juste l'espace qu'il faut pour manger le casse-croûte, la fenêtre. Tiens, si tu veux, regarde un peu la vue qu'on a depuis ce petit cabanon là. Hop, tac. Voilà, on a les 3 becs et la Drôme qui coule en bas avec le domaine qu'on devine juste dans l'angle là-bas. Et c'est toujours un super moment d'ici. Hop. Ça c'est 100% muscat. Alors on va se régaler là avec un petit gâteau. Merci. À la vôtre? À la vôtre? Santé. Fabien Lombard est aussi producteur de clairette depuis plusieurs générations. Moi j'aime bien d'avoir des traces comme ça du passé qui nous rappellent effectivement le travail dur en fait de nos anciens. Mais finalement nous on perpétue la tradition et on est toujours là dans cette vigne et Jérôme nous prouve avec ce vin que voilà il a pas perdu la main et que ça donne de très bons vins. Elle est très très bonne.
Porte d'entrée de la vallée de la Drôme, la ville de Crest est célèbre pour sa tour médiévale. Culminante à 52 mètres, c'est le plus haut donjon de France. Symbole de l'histoire du pays, la tour de Crest a servi de prison pour les Huguenots à l'époque des guerres de religion. Pour monter à la tour, un escalier taillé dans la roche. C'est un grand escalier du 12e, 125 marches, dont 95 taillés directement dans la crête calcaire. Il faut savoir que Crest a été construit sur une crête calcaire, de là son nom. La main courante est également taillée directement dans la masse. Johannes Melsen, passionné par l'histoire des Huguenots de la Drôme, nous emmène découvrir celle que l'on surnomme la Bastille du Sud. Ici, s'est déroulée pendant un siècle l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la région. Tout commence à la fin du XVIe siècle. Après le développement de la Réforme en France, l'édit de Nantes accorde en 1598 le droit de culte aux protestants. Mais un siècle plus tard, Louis XIV révoque cet édit de tolérance. Et c'est le début des persécutions contre les Huguenots. Les protestants n'avaient plus le droit à rien et n'avaient qu'à abjurer, devenir catholiques. Ceux qui n'avaient pas envie de ça, ben, ils sont partis. Et on parle d'une fourchette entre 200 000 et 300 000 personnes pour la France entière qui sont parties, et entre 25 et 30 000 pour le Dauphiné, la région dont on parle ici. Ceux qui partent, ou ceux qui continuent à pratiquer leur culte, risquent la mort ou l'envoi aux galères. Un certain nombre d'entre eux sont détenus ici, dans la tour de Crest, dans l'attente de leur jugement. Les murs du donjon ont gardé des traces du passage de ces prisonniers, comme ces graffitis, rappelant les persécutions infligées par les soldats du roi. Ou encore les noms de famille des protestants incarcérés. Pour commémorer cette histoire, un sentier de randonnée a été créé il y a 5 ans. Il suit le chemin d'exil emprunté au XVIIe siècle par les Huguenots du Dauphiné, en fuite vers l'Allemagne ou la Suisse. Ce sentier démarre ici, au Poitou-Laval, en Drôme provençale. Perchée sur son promontoire, la cité fortifiée est acquise à la Réforme au XVIe siècle. À cette époque, elle est un des hauts lieux du protestantisme drômois. Johannes Melsen s'occupe de la partie française du sentier. Au cœur de l'ancien bourg médiéval, il nous conduit dans l'un des rares temples de cette période à avoir échappé à la destruction. Après la révocation de l'édit de Nantes, la plupart des édifices protestants sont démontés par les soldats de Louis XIV. Celui-ci est épargné car c'était aussi la maison commune du village. Comme la plupart des temples protestants, il est conçu pour que l'assemblée soit répartie en demi-cercle autour de la chaire. Partout règne une très grande simplicité. C'était la base même de cette nouvelle approche du protestantisme, de rester sur une sobriété et de quitter toute cette richesse et toutes ces fioritures qui appartenaient au pape, qui appartenaient à Avignon. Donc du coup, la chose la plus sobre était la seule qui pouvait se faire, qui pourrait être envisagée. Dans le temple, des objets rappellent la période dite du désert, en référence à la traversée du désert des Hébreux.
À cette époque, les offices doivent se tenir clandestinement, à l'écart des villes. Ça se pratique la nuit. Un nombre de choses sont importantes. On sait que les petites bibles, qu'on appelle les bibles de chignon, parce que les dames les cachaient dans leur chignon, et ça permettait de l'avoir avec soi sans courir trop de risques d'être pris par les autorités. Après, les coupes, là aussi, la décortique en 3 morceaux et 3 personnes différentes amènent la coupe sur le lieu du culte au désert. Comme c'est la nuit, des petites lampes permettent de voir sans être vu. Le bourg fortifié du Poët-Laval s'est développé autour de sa commanderie, construite par les moines hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Aujourd'hui, il compte une vingtaine de résidents qui fait vivre la mémoire du lieu. Vous avez un donjon qui date de fin 12e, début 13e, ainsi que la chapelle qui est devant vous, qui date de cette époque. Et au XVIe siècle, on a construit un corps de logis. On a la chapelle qui est dédiée à Saint-Jean. Donc en fait, cette chapelle, je dirais que le toit s'est affaissé dans les années 30. C'est un lieu un petit peu magique pour nous et on a pris le parti de la laisser telle qu'elle. C'est-à-dire que de ne pas avoir reconstruit le toit, ça lui donne une certaine allure. Alors vous avez une porte au-dessus qui était la porte d'accès du commandeur. Et en cas de danger, il pouvait rapidement retourner à l'intérieur des remparts. L'ancienne commanderie a été restaurée en 1996. Au sommet, un lieu insolite, resté inchangé depuis le XVIe siècle. Là, ici, c'est un des plus beaux pigeonniers de Provence. Je dirais même le plus beau. Et ici, vous êtes l'ordre de 800 niches à pigeons. 800 pigeons, c'est aussi de la fiente de pigeons. Et c'était le seul engrais de l'époque. Et on sait qu'avec 800 pigeons, j'ai calculé à peu près ce que ça nourrissait comme surface de terre cultivable. Ça nourrit pratiquement 300 hectares. Donc on suppose que les hospitaliers possédaient 300 hectares. Donc ça mesurait aussi la richesse des hospitaliers. Après plusieurs siècles d'un lent déclin, le vieux bourg tombe en ruine. Il a été peu à peu rebâti dans les années 60 à l'initiative d'habitants passionnés. Aujourd'hui, il fait partie des 100 plus beaux villages de France. Ce qui m'a plu dans ce village, c'est dans un minéral très très présent, dans un minéral très très restauré, qu'il y a toujours des petits coins de désordre et que le végétal est très là. Et la pierre pas forcément empilée dans les règles du jeu, parce que sinon on se retrouverait dans un village musée. Ici, dans ce village, il y a un musée et puis il y a le village. Et ce village, il vit. Il vit sur un nombre d'habitants dans le vieux village réduit, mais il vit vraiment. Après le Poët-Laval, le sentier des Huguenots passe par la région de Bourdeaux, toujours en Drôme provençal. Un autre des hauts lieux du protestantisme drômois. Ce matin, des habitants de la région ont décidé de randonner sur ce chemin avec des ânes. C'est Marguerite ? Je ne sais pas. À la tête de la petite troupe, Edith Morin. Cette accompagnatrice en montagne s'est passionnée pour l'histoire des Huguenots, qu'elle transmet maintenant aux randonneurs marchant sur les pas de ces exilés. On peut imaginer tout à fait que les protestants en exil se déplacent exactement comme nous, sauf qu'il ne fallait pas qu'ils soient vus. Donc on peut tout à fait imaginer qu'ils se déplacent de nuit et qu'ils aient juste un baluchon et leur bâton de pèlerin, évidemment. On va les attacher. On va attacher les ânes, ouais. Premier arrêt au Bois de Vache. Ici se tenaient des cultes au désert. Ces offices clandestins pouvaient réunir jusqu'à plusieurs centaines de personnes. C'est là où la prêche était faite, où les prédicants se tenaient. Et quand on est ici, c'est quand même grandiose, quoi. C'est grandiose. Ajoutez à ça, si vous vous mettez dans la peau d'un protestant qui vient là, c'est secret, c'est nuit.
Et au fond, une seule voie qui porte et qui va jusqu'aux oreilles des ânes et des huguenots. On a l'impression que c'est presque un temple fait par la nature, sans qu'il y ait eu la main de l'homme. Fait pour ça. Ouais, fait pour ça. Moi, je trouve hyper émouvant ce sentiment un peu collectif de se retrouver cachés ensemble. Ça doit ouf. Oui, c'est vrai. J'ai un peu l'impression, moi, quand je suis dans des endroits comme ça, de mettre mes petits pieds dans ceux des grands, quoi. Tu vois, on est sur les pas. Ouais, sur les pas. C'est ça, c'est exactement ça. Le sentier des Huguenots relie la Drôme au nord de l'Allemagne, en passant par la Suisse. Un parcours de 1800 km de long. Il sent qu'il y a du chocolat là qui l'attend pour lui, c'est son dessert. Viens là, viens là. L'occasion de profiter du panorama en marchant sur les sentiers de colporteurs, les anciennes voies romaines ou les chemins de transhumance. Des paysages où se lisent les traces de l'histoire protestante. Quand on regarde le paysage, on voit que c'est plissé dans tous les sens. On est là dans un paysage tourmenté, tortueux, où il est facile d'aller se cacher, de trouver des endroits suffisamment isolés. Et on peut tout à fait comprendre que la Réforme, elle a fait son nid ici grâce à ce terrain, cette géologie qui l'a favorisé. Nouvel arrêt au château Saint-André. Construit à la fin du XVe siècle, il appartenait à un seigneur protestant. Au début des guerres de religion, Calvin fait étape ici. Calvin, il est venu en 1562-63. Calvin qui était le porteur des idées de la Réforme, des idées protestantes. Il venait ici pour calmer les esprits entre les protestants et les catholiques. Déjà beaucoup de morts et c'était quand même assez sanglant. Et il aurait célébré la scène à l'intérieur du château. La randonnée se termine au village de Bourdeau. Au sommet, les ruines de ces deux châteaux datant du XIVe siècle. À leurs pieds, la Viale, le quartier médiéval, avec ses petites ruelles en pierre. On va essayer de passer inaperçu. S'il ne brille pas, c'est gagné. Belle fête! C'est Oscar, bah plus voilà. Oscar. Hein. Magnifique. Il y en a même un qui m'a demandé d'accompagner la mariée jusqu'à l'église. Bourdeau est un ancien village protestant au XVIe siècle. 300 familles vivaient ici. Et sur les 300 familles, à peu près, 3 à 4 seulement étaient catholiques, comme beaucoup de villages dans le coin. Ce que j'aime dans ce village, c'est ces petites rues, tout est encore presque en état. On ne voit pas que ça a été tout rénové, ça reste encore accessible à tout le monde et c'est très peu connu. À la révocation de l'édit de Nantes, une partie des protestants de Bourdeau quitte le village. Ça et là subsistent encore des témoignages de leur présence, comme cette maison, qui appartenait à un seigneur protestant de la région. C'est l'histoire des gens et c'est intemporel. On a presque tous dans sa famille quelqu'un qui est arrivé ici à la suite d'un exil. Hein. C'est le cas chez moi, donc c'est pas forcément pour des raisons religieuses, mais c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup. Hein. D'être obligé de partir, de s'adapter à autre chose. Enfin bon, c'est de l'histoire humaine profonde, vraiment. Voilà, on est en haut du village, ou quasiment en haut, avec une vraiment chouette vue. Magnifique. Toujours les Trois Becs, le Veillou là-bas, Couspeau, toute la chaîne de Couspeau et même Angèle qui sort, Miélandre, et le village, l'ensemble du village de Bourdeau. Je trouve que c'est vrai que le paysage est vraiment grandiose, quoi. C'est vraiment magnifique.
Ça allie cette rudesse, le côté un peu caillou, puis le côté où on voit bien la marque de l'homme, des champs, des cultures. C'est paisible, hein, comme ça. Ouais. À l'est de la Drôme se dresse le massif du Vercors. Frontière climatique entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, le col de Rousset constitue l'un des rares accès à cette forteresse calcaire. Pour y arriver, une route en lacets spectaculaire a été creusée au XIXe siècle. Là, on est sur la route qui va mener au col de Rousset, qui part de Die à 400 mètres d'altitude pour arriver à 1200 mètres à la station du col de Rousset. Voilà, 800 mètres de dénivelé, dans un décor absolument magnifique, avec les falaises du Vercors qui nous surplombent. Alain Lecoq est un passionné de moto. Ancien directeur des stations du Vercors, il connaît par cœur cette route mythique. Il la parcourt régulièrement avec son épouse. Cette route, elle a été construite en 1866. Et à l'époque, le projet, c'était désenclaver le Vercors, certes, mais c'était aussi pour favoriser les échanges entre le Diois avec les produits agricoles, le vin notamment, et puis le Royan avec le bois, les autres produits. Ça a permis un essor économique fabuleux. Ça a été absolument bénéfique. Voilà. Là, c'est le moment où on commence à avoir encore plus de points de vue sur la vallée. Et le spectacle va être encore plus grandiose. Cet itinéraire vertigineux a été dessiné dans une trouée naturelle du massif du Vercors. Il suit en partie l'ancien chemin des muletiers qui reliait pendant des siècles le plateau à la vallée de la Drôme. Des lacets et des virages en épingle à cheveux, cette route est un paradis pour les amateurs de deux roues et de sensations fortes. Il y a des flip-flaps, comme on dit en moto, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Allez, un flip-flap là. Allez, hop. Le virage en moto, c'est le plaisir absolu, enfin en ce qui me concerne. Tu joues avec ton corps et c'est un sentiment de liberté, quoi. Voilà, là on arrive à le point de vue, là où tout le monde s'arrête. C'est la récompense, il y a tout là, il y a le point de vue, il y a les contrastes. Là on domine toute la vallée de la Drôme, hein. On la voit bien, cette vallée qui a été creusée au fil des années. Et le Diois, c'est la caractéristique. Il y a beaucoup de mamelons comme ça, toujours très boisés. Ce que j'aime, c'est cet espace, et le soleil, et le ciel bleu, et la montagne, bien sûr. Hiver, été, on profite au max. Que ce soit, tout est bon. Voilà, oui, il y a des coups de foudre, mais c'est un coup de foudre permanent pour nous, hein. Ce calme, cette immensité. Ici, il y a une sensation formidable. Plus de 60% du Vercors est recouvert par la forêt. Un or vert pour les habitants du plateau. Grâce au désenclavement du massif, le bois a pu être descendu dans de meilleures conditions.
Toute l'économie du pays a bénéficié de cet essor, comme en témoigne l'hôtel-restaurant de la famille Faravelon. Une institution locale qui date de 1848. L'histoire de l'auberge se confond avec celle des routes qui ont transformé le destin du Vercors. Aux commandes, Jackie Faravelon. Tout commence lorsque ses aïeux rachètent une ancienne ferme pour accueillir ceux qui descendent les billots de bois. Et dehors, c'est mon grand-père. Et ça, c'est la photo qui vient après, avec le moyen de chauffage, le bois. Après, les façades se sont faites. Et puis, ça, c'est probablement le 14 juillet 1914, parce que ma grand-mère avait l'habitude de mettre les drapeaux de pavoisés. Oui. Voilà. Alors là, vous avez un peu l'économie du pays sur cette photo. Vous avez le tourisme qui démarre, et vous avez justement les charrois de bois qui descendent. Pendant un demi-siècle, des dizaines d'hommes se relaient pour construire ces routes d'accès au Vercors. Ben là, vous avez à peu près tous les moyens techniques de l'époque. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez les hommes, bien sûr, la brouette à bloc, la brouette à remblai. Et ici, vous avez les perceurs de trous dans la roche à la barre à mine. Eh ben, dis donc. En voilà une ici aussi où il y a un passage. Il y a 2 planches pour le moment parce qu'il n'y a pas les murs soutènement encore. Les conditions de sécurité, vous voyez, c'était relativement simple. Mais enfin, bon, ça se faisait. Ils étaient courageux et ils se contentaient de peu. Hein. Et puis, je pense que leur santé physique devait quand même en prendre un coup. Hein. Parce que manier des blocs comme ça, pas de grue, rien du tout, le ciment, il ne devait pas se faire très vieux, je pense, les gars. C'est aussi l'ingéniosité de ces gens de l'époque qui, avec des moyens quand même rudimentaires par rapport à ce qu'on a maintenant, arrivaient à faire ça. Et ne serait-ce que l'idée, savoir où on va passer. Ils étaient devant des falaises, ils connaissaient le point de départ, ils connaissaient le point d'arrivée, et il fallait faire l'histoire. C'est fabuleux, quoi. Allez, c'est parti. Ciao. À bientôt, merci beaucoup. Ciao. Au pied de l'auberge, Alain Lecoq nous fait découvrir un autre de ses classiques. La route de Combles-Laval, qui débouche sur la vallée du Royan, de l'autre côté du Vercors. Ouverte en 1894, elle est réputée pour son tracé audacieux, taillé à flanc de falaise. Elle est extrêmement spectaculaire. Elle a des falaises abruptes comme... Voilà, je pense qu'il y a 600 ou 700 mètres d'aplomb là, sous nos pieds, entre guillemets. Il faut bien ouvrir ses yeux et ne pas s'énerver parce que on a vraiment l'impression d'être au-dessus du vide tout le long, quoi. Dès leur construction, ces routes du vertige deviennent des attractions touristiques. Le dimanche, les bourgeois en goguette s'offrent le grand frisson en parcourant ces quelques kilomètres. Aujourd'hui encore, on vient pour s'émerveiller de la prouesse des bâtisseurs d'hier. Cette partie de Combles-Laval est la plus spectaculaire. Hein. C'est une succession de rochers, d'encorbellements, de petits tunnels. C'est vraiment la portion la plus spectaculaire où tout le monde s'arrête, tout le monde prend des photos. Et on imagine la difficulté de la construction. Là, il y a encore quelques passages où vous passez à travers les rochers. Ça a été fait à la main et à la dynamite. C'est absolument fabuleux. Vraiment, c'est une grosse émotion de passer sur ces routes-là. Regardez ça, si c'est beau, c'est magnifique. Malgré la prouesse des hommes qui ont bâti ces routes, certaines n'ont pas résisté à l'usure du temps. Près de la chapelle en Vercors, une partie des Grands Goulets a dû être fermée en 2004, avant d'être remplacée par un tunnel. Ce souterrain dernier cri a été doté de systèmes de sécurité innovants,
comme ces galeries d'évacuation anti-incendie. Là, on est au cœur du tunnel, quoi, finalement. En dessous de nous, il y a 300 mètres de rochers, à peu près. Là, c'est carrément sous la montagne. Il a fallu 4 ans pour le construire. C'est le plus gros chantier de travaux publics jamais réalisé en France sur une route départementale. Là, on est au bout. On arrive sur la route historique, l'ancienne route historique. Cette route, elle sert Poulet-Secours. Et là, on est carrément sur la route historique, qui a été fermée en 2004 et interdite au public depuis, quoi. Cette route fantôme a attiré pendant plus d'1 siècle les amoureux de grands paysages. Un point de vue exceptionnel, réservé aujourd'hui aux seuls professionnels. Ici, on vient souvent. Chaque fois qu'on vient, c'est vrai, c'est magnifique pour nous. C'est très, très beau. Il y a avec les verdures, les falaises et tout. Des falaises assez impressionnantes qui doivent faire 300 ou 400 mètres. Quoi. On va vers l'endroit le plus splendide de la route des Grands Goulets, quoi. On va avoir une série de cascades. Et c'est vraiment, à mon avis, personnel, c'est l'endroit le plus beau de la route des Grands Goulets. Désormais relié à l'extérieur par une voie ultramoderne, le Vercors mise sur le tourisme pour se développer. L'opportunité d'un second souffle pour ce territoire aux richesses naturelles incomparables. Au sud de la Drôme, voici la ville de Nyons, porte d'entrée des baronnies provençales. Ancien fief des princes d'Orange, elle a gardé de cette époque son magnifique pont roman, construit au XIVe siècle. Dans le centre historique se trouve l'une des plus anciennes distilleries de plantes aromatiques de la région. Nous sommes au cœur de l'été, l'activité bat son plein. Alors, cette distillerie a été construite en 1939 et nous l'avons reprise avec mon épouse en 1994. Voilà, une vingtaine d'années donc maintenant. Peu à peu, on l'a entièrement rénovée, mais l'âme du métier reste la même. Dans ces grandes cuves, on extrait l'huile essentielle des fleurs de lavande grâce à la vapeur d'eau, une méthode traditionnelle. Pour se fournir en matières premières, Philippe Sauguel sillonne les routes des baronnies provençales. Une région rurale, terre d'élection des plantes aromatiques. On a un patchwork de production agricole qui est d'ailleurs représentatif et caractéristique de l'économie agricole des baronnies. Et cette diversité de production donne aussi évidemment la diversité sur le paysage, les couleurs. Et c'est vraiment pour moi ce qui fait un des points forts et vraiment le charme de ce territoire. Autre caractéristique du paysage des baronnies provençales, ces villages perchés, éparpillés dans les vallées ou sur les coteaux. Notre distillateur a rendez-vous avec un premier producteur qui récolte la lavande sur les alpages de la montagne de la Lance. C'est parti pour 40 minutes de piste. Le massif de la Lance culmine à 1330 mètres. À cette altitude, c'est le règne de la lavande sauvage.
la famille Chastan a une exploitation agricole au pied de la montagne. 3 semaines par an, en août, tout le monde est réquisitionné pour participer à la cueillette. Au début, on se dit, oulala, à coup de petites poignées, on va jamais y arriver, quand on voit quand même qu'il y en a sur des hectares et des hectares. Et puis, on se prend au jeu, le petit scrutch là, de la faucille, la poignée, et puis une autre, et puis une autre. C'est, comment dire, un espèce de rythme qu'on prend. Une harmonie aussi avec la nature, c'est plaisant. Ah, elle est bonne, hein. Mais oui, elle est bonne. Ça donne un peu vanillé, moi, je trouve. Ben oui. Marché de niche, la lavande sauvage est recherchée par les connaisseurs pour son huile essentielle de très bonne qualité. La lavande sauvage, c'est ce qu'on appelle de la lavande vraie, hein, avec une feuille étroite et puis un seul brin. Et cette forme aussi de ce qu'on appelle la hampe florale, donc les fleurs en fait, posées comme ça un petit peu en étage. Et c'est un parfum vraiment d'une très très grande finesse et extrêmement agréable, voilà, dont on ne se lasse pas. Jean-Marie Chastan cueille sur le massif de la Lance depuis son enfance. Il a connu l'âge d'or de la lavande sauvage. Elle recouvrait alors toute la montagne. Mon grand-père était un maniaque. Hein. S'il voyait traîner des épis comme ça, on se faisait gronder. Hein. Il fallait que ce soit nickel. Hein. Sur sa ferme, ils arrivaient à faire 200 kg d'huile. C'était énorme. C'était énorme. Ça, pour les faire, c'est impossible. Il y a très très longtemps, il devait y avoir 6-7 fermes qui montaient sur la montagne, rien que sur ce secteur, hein, qui montaient ramasser la lavande. Et ils avaient un petit troupeau de brebis, et ils avaient une bergerie en pierre sèche sur la montagne, qu'on appelle ici des jasses. Ils vivaient que de la cueillette sauvage. Même une ferme de montagne rapportait presque plus qu'une ferme de plaine. Abandonnés dans les années 60, ces vastes pâturages ont été peu à peu recouverts par la forêt. Grâce à leurs troupeaux de vaches et à des opérations de déboisage, ces exploitants ont permis à la lavande de revenir dans son milieu naturel. Chaque été, la famille obtient en moyenne après distillation 15 kg d'huile essentielle. Sur le trajet, Philippe en profite pour nous faire visiter un lieu insolite des Baronnies. Le petit village de Pierre-Longue est célèbre pour sa chapelle, perchée sur un piton rocheux de 25 mètres de haut. Une association s'occupe de la sauvegarde du monument. À sa tête, Christian Collas. Et voilà, on arrive sur le parvis de notre chapelle. Vous voyez, vous pouvez l'admirer, admirer son clocher. Voilà la chapelle qu'a fait construire le père Pascali. La chapelle de Pierre-Longue a été construite sur les ruines d'un vieux donjon médiéval, appartenant à la famille des Adhémar. Le chantier a démarré en 1896, il a duré 10 ans. À l'origine de ce projet un peu fou, le père Joseph Pascali, un ecclésiastique fantasque qui s'est battu pour édifier cette chapelle. Quand il est arrivé par la route, il a vu un rocher sur lequel il y avait une petite ruine. Et instantanément, il a dit, bien là, je ferai construire ma chapelle. Et il a passé du temps ensuite à récolter des fonds, à trouver des sponsors de l'époque. Donc il a fini sa chapelle en 1906, qui est inaugurée, et lui-même, donc, il l'a vu puisqu'il est mort en 1910. Voilà, je vous en prie. Voilà, on va aller. À l'intérieur, la chapelle est restée telle qu'elle était à sa mort. Malgré la fragilité de sa position, elle a résisté à un tremblement de terre en 1950. Aujourd'hui, elle est entretenue par les bénévoles du village. Quand on passe à Pierre-Longue, on est obligé de la voir. On ne peut pas ne pas la remarquer. Et c'est vrai que c'est la seule chapelle que je connais
qui est érigée comme ça sur un rocher, donc vraiment mise en évidence. Et c'est vrai que on comprend bien que c'est le rêve d'un homme et que c'est un rêve un petit peu fou, un peu démesuré sûrement pour son époque, oui, bien sûr. et qui a dû lui causer pas mal de soucis. Mais bon, c'est très humain, je trouve, comme réalisation. Puis bon, d'ici, je vois les champs de lavande, donc à partir de là, je suis content. La tournée des producteurs continue au sud des baronnies provençales. Symbole du pays, les champs de lavande y sont omniprésents. Je dis souvent qu'on n'échappe pas à son enfance. Et moi, j'ai eu la chance, peut-être, de grandir à côté d'une distillerie et d'apprécier très jeune tous ces parfums de ces plantes. Aujourd'hui, je ne suis qu'un modeste distillateur, mais j'ai cette occasion d'être souvent sur le terrain, dans les champs. Et ce sont des produits que l'on respire. Et la première détermination à avoir est vraiment de garder ce lien avec la plante. Représentant des distillateurs de la Drôme, Philippe veut ancrer sa filière dans l'économie d'aujourd'hui. Son credo, l'innovation. L'un de ses projets est de développer cette récolteuse d'un nouveau genre. Ça fait quoi? On aura à peu près 1 hectare et demi là, hein? Voilà, un bon hectare et demi, ouais, ça a bien marché. Cette machine écologique permet de ne récolter que les fleurs de lavande, sans les tiges. C'est une machine effectivement qui fait du bien à l'environnement parce que on va gagner sur le volume, le poids transporté, on va gagner sur évidemment la vapeur qu'il va falloir dépenser en gros pour aller extraire les huiles essentielles de cette plante. J'ai une vision assez contemporaine et moderne de la lavande où je pense qu'il faut trouver aussi comment on l'emmène avec nous dans le futur pour que dans quelques années la Provence ne soit pas juste un musée qu'on vienne visiter mais que ça reste vraiment un territoire qui soit dans son économie réelle. Et il faut absolument préserver tout cela et les emmener avec nous dans le futur. C'est OK le visage? Et voilà. Le lendemain, Philippe se rend dans la banlieue de Nyons. Depuis peu, il expérimente un nouveau mode d'extraction des arômes de la lavande grâce au CO2. Utilisé comme solvant, ce gaz va permettre un traitement en douceur de la plante. L'opération, non toxique et non polluante, se déroule sur une plateforme ultramoderne. C'est parti. Ce procédé va permettre aux distillateurs de développer des débouchés dans un nouveau domaine, celui de l'alimentaire. Comme on travaille qu'entre 40 et 50 degrés, qui est une température donc relativement basse, on va beaucoup plus préserver tous les arômes, tous les parfums de la plante d'origine. Le fait d'essayer d'aller, d'être toujours quelque part dans la recherche, d'essayer de toujours aller vers l'avant, ça permet effectivement à une petite filière comme la filière des plantes en France de rester malgré tout leader. Et à mon avis, c'est ça qui fait le dynamisme d'une région et qui permet aussi de maintenir sur ces territoires de la production. 2 heures plus tard, le processus d'extraction est terminé. Voilà, en fait, c'est la forme liquide du champ que l'on a vu ensemble et donc sur lequel on a travaillé avec la nouvelle machine. Bon, là, évidemment, on a tout de suite un parfum qui est très proche de celui de la plante fraîche. Eh bien, on est fidèle à ce qu'on a dans le champ, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, je vais soutirer un peu. On va continuer. Ça va être un très bon truc. Pour tester en cuisine cet extrait de lavande d'un nouveau genre, direction Valence.
Baptiste Poineau, jeune chef d'origine dromoise, a ouvert son restaurant en 2006 dans le centre historique de la ville. Trois ans plus tard, il obtient sa première étoile au guide Michelin. Allô, table 4, 2 bouillons de kombu pour suivre 2 dorades de ligne, s'il vous plaît. Ouais. Créatif, ce trentenaire valentinois est attaché aux produits qu'il sélectionne rigoureusement, mais aussi à l'esthétique de ses plats et de ses desserts. Alors Baptiste, comment vas-tu? Philippe a rencontré Baptiste il y a quelques mois. Ils ont décidé ensemble de tester l'extrait de lavande obtenu grâce au CO2. La lavande, donc comme je t'avais dit, on travaille pour essayer de... La caractéristique du produit, c'est qu'on a vraiment une gourmandise et une douceur qu'on n'aurait pas dans une autre méthode en fait, d'extraction. C'est ce qui a fait ce qui a fait le coup de cœur en fait quand j'ai rencontré Philippe, parce que j'ai trouvé ce côté-là tout à fait étonnant et novateur. Pour tester cet échantillon, le chef a choisi de cuisiner une dorade. Le four est à 57, c'est bon? La lavande est incorporée à la sauce qui accompagnera le plat. Donc là, on a notre base qui est prête. Je vais venir prendre un petit peu d'absolu de lavande. Donc c'est 2 gouttes. Lorsqu'on travaille la lavande, on a l'habitude de l'infuser nous-mêmes, de faire notre propre extraction. Et là, vraiment, d'avoir un produit comme ça, avec une telle fraîcheur et un tel respect de la plante en elle-même, et rajouter ces quelques petites gouttes au dernier moment, c'est une nouvelle façon de faire la cuisine, une nouvelle façon d'aborder le produit. Là, c'est un petit bouillon de citron confit qui va apporter un peu de nerveux au plat. Là, on va amener quelques petits éléments croquants. On a des petits artichauts comme ça qu'on a passé dans une petite friture à 140 degrés. Et là, donc, je termine avec notre fameux nuage. Là, ça va vraiment donner la dernière tonalité au plat. J'emploie souvent ce mot, mais on va juste simplement caresser les produits comme ça. Il faut que ça reste subtil. Et là, on peut déguster. Alors. La lavande vient vraiment terminer en bouche. Là, tu as cette petite note, moi que je connais bien, que je fréquente souvent, mais que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver dans ce plat merveilleux. Voilà. C'est vraiment... Ça te plaît? Ah oui, énormément. Retour en Baronnie provençale. Un parc naturel régional devrait bientôt voir le jour ici. Et au cœur de ce futur parc, le village de Buis-les-Baronnies, entouré de falaises calcaires. Dressé en surplomb du village, le rocher Saint-Julien est le site emblématique des amoureux de l'escalade. C'est aussi un lieu qui attire les botanistes. Sur ces grandes parois calcaires, une plante étonnante a réussi à se développer. Pour la protéger, grimpeurs et botanistes se donnent la main. Tu vas avoir un petit passage, je vais trouver une petite prise main gauche. Voilà. Ensuite, il y a une écaille tout au fond de la fissure. Ce matin, c'est Franck, un alpiniste chevronné, qui accompagne Sylvain, botaniste. Ils empruntent la Via Ferrata aménagée en 2014 sur la face nord du Saint-Julien. Voilà, là, regarde, on arrive sur une belle fissure naturelle. Ça, c'est typique du Saint-Julien. C'est ces petites écailles, tu vois, où tu rentres facilement la main dedans. Alors, on a dégagé un peu les mousses qu'il y avait, là. Et tu vois, on a des belles prises. C'est assez sympa d'être en contact avec le rocher comme ça. Composé de roches calcaires, le Saint-Julien est réputé pour sa stabilité. Quand on touche le rocher, on sent qu'on est sur une masse très solide
Et quand on va trouver une prise, hop, tout de suite, on va avoir confiance. C'est ça qui fait le plaisir. Et ce qui fait que l'escalade ici est sublime. Ça te plaît? Ouais, c'est très chouette. Et puis, les corps avec le rocher, c'est vraiment très agréable d'être dans des milieux un peu verticaux comme ça. Si t'aimes le vertical, tu vas être servi. Parce que là, on va repartir dans la dalle compacte. Lors de la construction de la Via Ferrata, les spécialistes alertent sur la présence d'une espèce rare, le chou des montagnes. Il a donc fallu la recenser pour la protéger avec l'aide des grimpeurs. Là, il y a un chou qui est énorme, là, au-dessus des fougères. Ah oui. Tu vois? Donc c'est le premier qu'on a rencontré ici. Après, à partir de là, on va en trouver un peu sous ce sommet, là-haut. Tu vois, au niveau de l'arbre, là. Aujourd'hui, les botanistes continuent d'étudier cette plante, capable de pousser sur de la roche. C'est une plante de la famille des Brassicacées. C'est un chou. Ils ont la particularité d'avoir des feuilles un peu caoutchouteuses, comme le colza, et des hampes fructifères qui portent des siliques. Donc ce sont ces fruits allongés, un peu en forme de haricots dressés. Et cette espèce est particulièrement adaptée aux rochers calcaires. Alors là, on le voit, le pied est vraiment très robuste. Et la racine aussi, c'est une racine à pivot qui va vraiment s'enfoncer profondément dans les fissures des rochers et aller récupérer les éléments nutritifs et l'eau qu'il y a au fond des rochers. Donc, tu vois, le Saint-Julien est le seul endroit en Rhône-Alpes où pousse le chou des montagnes. Il y a quand même beaucoup de graines sur un individu, c'est impressionnant. C'est toi qui as des pochettes? Ouais, tiens. Franck, le guide de montagne, participe souvent aux différentes opérations. Parce qu'elle s'ouvre. Sylvain récolte les graines du chou pour de futures plantations. En fait, c'est grâce à ce partenariat qu'on a pu mieux connaître le chou des montagnes sur le rocher de Buis-les-Baronnies. On s'est aperçu qu'il y avait jusqu'à 1000 individus, donc qui était beaucoup moins rare que ce qu'on croyait. Et ça prouve qu'on peut très bien concilier la protection d'une espèce avec des activités économiques et des activités de pleine nature. Après 2 heures d'ascension, les grimpeurs arrivent au sommet du Saint-Julien. Allez, viens. Ah, ça y est, on y arrive. Ah, super. Super, hein? Regarde ça. On a toutes les baronnies provençales devant nous. Belle vue sur le village. Buis-les-Baronnies au pied. Derrière nous, on a la vallée du Tournerinck et le Mont Ventoux.